Ok, salut les troisièmes. Alors donc, comme prévu, deuxième partie de ce cours vidéo sur les espaces productifs en France. Donc, je vous rappelle le cadre global, hein. On est en train de travailler sur les différents espaces productifs en France, c'est-à-dire en gros les atouts, les avantages et les défis à relever pour l'économie française autour de ses principaux secteurs d'activité. Secteurs d'activité, je le rappelle, qu'on a divisé en trois grandes catégories: le secteur primaire, c'est-à-dire tout ce qui va être l'extraction de la matière première, l'agriculture, les mines, la pisciculture, la sylviculture. Le secteur secondaire, donc l'industrie et la construction, le BTP. Et enfin le secteur tertiaire. On a cette semaine déjà parlé ensemble du secteur primaire, principalement de l'agriculture. Là aujourd'hui on va se concentrer sur le secteur secondaire et quasiment uniquement sur l'industrie. Donc l'industrie, on en a vu, hein, c'est un phénomène qui se développe majoritairement au 19e siècle. On a vu ça l'année dernière avec la révolution industrielle, hein, en fin d'année de quatrième, et donc qui va changer complètement la façon de produire, la façon de procéder de l'intégralité de l'Europe et ensuite des États-Unis. Cette révolution industrielle, elle va être, mais vous le savez, je le rappelle très rapidement, mise en avant suite à un certain nombre de progrès technologiques, comme l'invention de la machine à vapeur, comme l'invention de l'électricité, le chemin de fer, etc. Ce qui fait que, dans la deuxième moitié du XXe siècle, l'industrie est devenue le modèle de production par référence. C'est-à-dire que le secteur secondaire est le secteur qui, dans le début de la seconde moitié du XXe siècle, a le plus d'actifs. C'est là où il y a le plus de travail, c'est là où il y a le plus de personnes. Les ouvriers sont devenus finalement la référence de nos actifs dans les années 1960-70. Cette industrie, elle est basée sur des ressources qu'on va appeler lourdes, ce qu'on appelle de l'industrie lourde, en particulier en France, mais aussi ailleurs, et en particulier en Lorraine, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Une industrie donc autour en particulier du charbon, autour du fer, de l'acier, de ce qu'on va appeler plus généralement la sidérurgie, et également aussi autour de l'automobile, qui va permettre de produire énormément, demander beaucoup de main-d'œuvre, et produire à la chaîne, hein. On a eu un tout petit peu le temps d'en parler l'année dernière, ce mode de production qui permet à un ouvrier d'être le plus productif possible, sans vraiment bouger de son poste, avec les différentes pièces, les différents matériaux qui arrivent à lui, et lui, il se spécialise dans un seul type de geste, dans une seule action, pour gagner le plus possible en rentabilité, donc en temps, donc en argent. Ce modèle industriel qu'on va appeler maintenant le modèle d'avant, hein, en quelque sorte, ce qui n'est plus le cas maintenant, il se basait sur une logique assez simple de localisation des industries. C'est-à-dire, si je peux parler autrement et un peu plus simplement, que avant, et on va voir avant quand, bientôt, mais avant, pour installer une usine, vous basiez sur trois données principales. La présence de matières premières. Donc en gros, est-ce que non loin de mon usine, je vais trouver du charbon, du fer, en fonction de ce dont j'ai besoin. On va avoir une autre logique qui est la présence de la main-d'œuvre. Est-ce que près de mon usine, il y a assez de personnes pour justement que j'ai assez de travailleurs dans mon usine, assez d'ouvriers dans mon usine et que donc elle puisse tourner? Je rappelle que dans les années 50-60, on n'est pas dans une logique de chômage en France. On est à l'inverse, dans une logique de pénurie de main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de travailleurs. On manque d'actifs, on manque de mains, on manque d'ouvriers. D'où d'ailleurs un recours massif à l'immigration italienne, polonaise, portugaise, dans ces années-là. Mais ça, on le reverra un peu plus tard. Et troisième logique, est-ce que j'ai un marché à disposition? C'est-à-dire que est-ce que mes produits, je vais pouvoir les vendre? Donc, avec ces logiques, finalement, on avait beaucoup d'usines, d'entreprises qui s'étaient localisées en France et qui avaient tout à gagner à rester en France. En particulier, en Lorraine, hein, je reprends notre exemple local, avec la présence de gisements de charbon, de gisements de charbon importants, de fer, qui allait pour permettre justement de développer tout ce nord de la Lorraine industrielle, là où vous êtes, hein, au nord de la Meuse, mais également lors de la Moselle, Hayange, Frémin-Merlebach, pour la Meurthe-et-Moselle. Donc toute cette zone en fait qui était très très riche en minerais, qui va pouvoir se développer à ce moment-là. Et pareil bien sûr dans d'autres régions de la France, mais prenons un exemple lorrain et local pour une fois. Sauf que, en fait, aujourd'hui, dans le monde moderne, ces logiques de localisation d'entreprises, elles ont changé. Il y a eu pas mal de phénomènes qui se sont passés finalement dans les années 1980-90, dans les années 2000, qui ont complètement changé cette logique d'emplacement d'entreprise.
Ces phénomènes, on les a vus l'année dernière en quatrième, c'est principalement la mondialisation, la globalisation des échanges au niveau du monde, avec en particulier le développement de transports rapides, très peu chers, qui vont permettre quelque part de bouleverser toute cette logique. Je m'explique. Dans les années 50-60, il était très important de se trouver à côté d'un gisement de ressources naturelles, dans la mesure où on avait encore des difficultés d'aller transporter sur des très longues distances pour peu de frais. Avec le développement de supercontainers, on en avait parlé l'année dernière aussi, de supertankers, donc de très très gros navires, qui permettent de transporter des quantités hallucinantes de marchandises. Je rappelle, hein, sur les supercontainers actuels, on est à 16 000, 18 000 containers, donc 18 000 camions, l'équivalent de 18 000 chargements de camions sur un navire. Et ben, désormais, en fait, on peut faire venir la matière première de très loin pour très peu de coûts. Ce qui va faire que on n'a plus cette logique d'installer son entreprise près d'un gisement de matière première. Aujourd'hui, vous avez besoin de fer, vous avez besoin de charbon dans votre entreprise, eh ben, vous n'allez pas vous installer forcément à côté d'un gisement de charbon ou d'un gisement de fer. Parce qu'en fait, votre charbon, votre fer, vous allez pouvoir l'acheter, l'importer depuis l'Argentine, depuis l'Australie, depuis l'Afrique du Sud, et le faire venir jusqu'à votre usine. Et ça va pas vous coûter cher. Ça va même, au contraire, vous coûter moins cher que si vous l'avez acheté dans une mine française, par exemple, où le prix, le coût des salaires est plus élevé, où le coût de l'assurance sociale, la protection sociale est plus élevé. Et donc, quelque part, cette mondialisation, en particulier des échanges et des transports, ça va causer un grand nombre de fermetures en France d'usines et une baisse importante de l'industrie. C'est ce qui va justifier en partie, hein, la fermeture des mines de charbon du nord de la Lorraine, du nord de la France en général, le fait que désormais le charbon français ne soit plus compétitif par rapport au charbon étranger, que désormais avec ces échanges globalisés, cette mondialisation, on puisse acheter du charbon ailleurs, à d'autres pays, avec des travailleurs qui sont payés beaucoup moins cher, donc un prix derrière du produit qui va être moins cher et donc plus intéressant pour un industriel qui n'hésitera pas pour faire des bénéfices à acheter du charbon argentin par exemple plutôt que d'acheter du charbon lorrain. Donc ça c'est un des premiers changements importants qui vient changer cette logique d'installation des entreprises, qui va expliquer que la France va connaître un déclin industriel à la fin du XXe siècle et, euh, et ce depuis là. Deuxième logique de mondialisation, c'est la facilité désormais pour les entreprises de s'installer un peu partout. On l'a dit, hein, on a ouvert les frontières, on a entre autres créé l'Union européenne qui va permettre et faciliter les transferts de personnes, les échanges d'entreprises un peu partout en Union européenne, mais c'est valable aussi dans le monde entier. Ce qui fait que désormais beaucoup de patrons d'entreprises qui vont obéir à une logique de profit avant toute chose vont s'installer dans des pays en développement, voire même dans des pays parmi les moins avancés. Pourquoi? C'est très simple, hein, pour une question de masse salariale. Vous avez besoin de 100 employés dans votre usine, imaginez. Bon, ces 100 employés, vous les payez en France, vous avez un salaire minimum, vous leur payez une assurance santé, vous leur payez une assurance chômage, ils ont des RTT, ils ont des jours de vacances, ils ont des congés maladie à poser, ils ont un droit de grève, etc. Ce qui est tout à fait logique, hein, bien entendu. Là, on se place du point de vue du patron, je ne dis pas que je suis du côté de ce système. À l'inverse, le patron, s'il installe son usine, je sais pas moi, en Thaïlande, au Vietnam, en Chine, même si en Chine c'est un peu moins vrai, depuis qu'ils se sont bien enrichis, mais dans des pays en développement comme en effet la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge, ils vont trouver des ouvriers qui sont payés beaucoup moins cher, 80, 90 euros par mois pour un ouvrier en Thaïlande, et encore, on peut trouver encore par endroit des endroits qui sont plus exploités que ça, des ouvriers qui vont travailler 48 heures par semaine, minimum, qui ne vont pas avoir 2 jours de congé, qui ne vont pas avoir le droit de faire grève, qui vont accepter absolument tout ce qu'on va leur donner sans jamais broncher. Ce qui fait que donc du coup, avec cette ouverture du monde, cette globalisation mondiale, on va avoir le départ de beaucoup d'entreprises qui vont quitter les pays développés, en particulier la France, hein, notre chapitre on est quand même centré sur la France, donc des entreprises qui vont quitter la France pour aller s'installer dans des pays assez lointains, dans des pays avec des niveaux de vie plus faibles, et donc dans des pays où ils vont pouvoir payer moins cher leurs ouvriers, et donc derrière avoir des produits moins chers. Alors, je fais ça en 2 vidéos parce que sinon YouTube voudra pas uploader mes trucs, je reviens vers vous.